Le docteur Sidi Bari, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la mesure de contrôle de présence des agents publics, enjeux et défis. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kaboré. Alors, docteur, pour commencer déjà, qu'est-ce qui justifie la mise en place d'une mesure de contrôle de présence des agents publics de l'État? Merci déjà pour l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur ce sujet d'actualité. Ce qu'il faut noter, tout est parti d'un constat. Ces dernières années, il ressort que les valeurs ou encore les principes cardinaux qui sont censés guider l'agent public dans l'exercice de ses fonctions sont un peu érodés. Par exemple, quand on prend les différents statuts qui régissent le régime juridique des agents publics, il ressort clairement cette obligation-là de consacrer son activité professionnelle à l'exercice de son emploi. Il ressort également, par exemple, quand on prend la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État, l'article 42 dit que l'agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'exercice de son emploi. Il est tenu au respect des horaires légaux de travail. Il doit exercer par lui-même toutes les tâches qu'on lui confie. Et quand on repart dans les codes d'éthique et de déontologie actuellement en cours d'implémentation dans les ministères et institutions, il y a quand même ce principe phare-là qui dit que l'assiduité et la ponctualité constituent bien sûr une obligation auquel l'agent public est censé se conformer, ce qui n'est pas toujours le cas. D'où l'idée de cette lettre circulaire de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui institue à compter du 1er mars le contrôle de présence des agents publics. Voilà. Alors, docteur Sidi Bari, quand on regarde, qu'est-ce qui constitue beaucoup plus le goulot d'étranglement? Est-ce qu'il s'agit beaucoup plus des absences ou est-ce qu'il s'agit des retards? C'est les deux. L'objectif du contrôle de présence, c'est déjà s'assurer que les agents publics sont à leur poste de travail aux horaires légaux de travail. Donc, un pan concerne bien sûr la ponctualité, mais au-delà de la ponctualité, il est aussi mis en avant le contrôle sur la présence, à savoir donc les absences injustifiées. Donc c'est les deux. À la fois la ponctualité, mais aussi l'assiduité, parce que ces deux éléments-là vont ensemble. Donc l'idée, c'est de s'assurer que les agents publics consacrent l'intégralité de leur temps à l'administration qui les emploie, mais aussi c'est de voir est-ce que certains agents étant présents font correctement le travail qu'on leur confie. Est-ce que la mesure s'applique à tous les agents de la fonction publique ou quelle est cette catégorie d'agents qui sont concernés justement par cette mesure? Tout agent public, quel que soit son poste ou encore sa fonction, qui exerce au sein d'un ministère ou d'une institution est concerné. Parce que l'idée de ce contrôle de présence est de faire en sorte que le supérieur hiérarchique immédiat, tous les jours, contrôle de façon permanente la présence de son collaborateur qu'il suit directement ou encore rattaché sous son autorité directe. Et ce supérieur hiérarchique immédiat, à la fin du mois, est censé faire le point des absences, notamment injustifiées, parce qu'il faut rappeler que l'agent absent a cette possibilité-là de justifier son absence. C'est cette absence non justifiée qui peut poser problème. D'où l'idée du principe de contradictoire. Avant bien sûr de faire le retour à la fin du mois à la direction des ressources humaines, mais en même temps qu'il fait le point à la direction des ressources humaines, il doit aussi mentionner les mesures prises pour y remédier. Je prends un exemple, vous n'êtes pas là toute une journée, on vous coche absent, à votre retour, vous êtes interpellé, vous devez vous justifier. Et si cela n'est pas fait, le point qui sera fait au DRH va faire ressortir bien sûr l'absence d'une journée. Alors, beaucoup le disent, les mécanismes de notation au niveau de l'administration publique sont un peu en souffrance. Est-ce qu'avec une telle mesure de contrôle de présence, on peut avoir la certitude que les supérieurs hiérarchiques se mettront au travail? Oui, parce que si vous regardez un peu le contenu du guide d'utilisation du dispositif de contrôle de présence, il est prévu deux principes. Premièrement, c'est le principe de régularité.
Ça veut dire que le contrôle se fait tous les jours, à n'importe quelle heure. Le second principe, c'est le principe de responsabilité du supérieur hiérarchique immédiat. Parce que ce principe de responsabilité aussi va pousser ou amener le supérieur hiérarchique à faire correctement le travail. Et s'il y a abus, des dénonciations sont prévues par des textes pris par le gouvernement. D'où l'idée que cet instrument-là n'est pas bien sûr un outil de répression ou encore moins un outil de règlement de compte. Parce que l'agent public peut également disposer de voies de recours pour contester le constat qui est fait en lien avec sa présence ou encore son absence. Justement, c'est là toute la crainte, parce que quand on écoute certains agents de la fonction publique, c'est une mesure qui vient un peu comme une chasse aux sorcières. Comment s'assurer d'une certaine transparence et d'une certaine équitabilité dans la mise en œuvre justement de ces contrôles au sein de nos administrations publiques? Alors, au niveau du ministère en charge de la fonction publique, nous tenons donc à rassurer les agents publics en disant que non, ce n'est pas une réforme qui vise à casser du fonctionnaire, comme on le dit. L'idée, c'est juste s'assurer que les agents publics sont à leur poste de travail. L'idée aussi, c'est d'amener les supérieurs hiérarchiques immédiats à s'assumer. Voilà, parce que tout agent public est sous la coupe d'un supérieur hiérarchique immédiat. Donc c'est de faire en sorte que le supérieur hiérarchique immédiat puisse avoir tous les éléments d'information sur la position, la situation de l'agent public. Aujourd'hui, je suis présent devant vous, mon supérieur hiérarchique immédiat sait que ce matin, par exemple, je serai ici pour une émission. Il a ma position, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains agents publics. Comme on le dit, on ne tend pas à généraliser. Vous avez des agents publics consciencieux qui sont à leur poste de travail, qui respectent les heures légales de travail. Hier, quand je quittais le bureau autour de 18h, j'avais encore des collaborateurs au bureau qui travaillaient. Je connais des collaborateurs qui viennent, même le week-end, pour travailler. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'équité, afin que ceux qui sont professionnels, consciencieux, n'aient pas aussi cette opinion-là comme quoi il y a une discrimination ou un traitement peu équitable entre agents publics. L'idée, c'est ça, c'est de ramener, bien sûr, comme je l'ai dit, les agents publics à un changement de comportement. C'est faire en sorte que priment les fondamentaux ou encore les vertus cardinales qui faisaient autrefois la fierté de l'administration du fonctionnaire. C'est pourquoi l'imaginaire populaire, quand vous discutez souvent, on vous dira que certains fonctionnaires sont payés à ne rien faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. L'idée, c'est juste apporter un changement de comportement, une nouvelle façon de faire, d'agir, de sorte à ce que notre administration soit une administration performante, une administration qui délivre des services publics de qualité, une administration orientée qui prend en compte les besoins des usagers clients. C'est ça. Alors, une chose est connue, les horaires de service sont connus, les heures de pause sont connues. Vous avez pris l'exemple tantôt d'un agent qui vient peut-être à 6h parce qu'il a beaucoup de boulot, qui reste au boulot jusqu'à 19h, 20h. Comment est-ce que ça se fait en termes de répartition pour un agent qui avait plus de 8 heures de travail par jour et qui se retrouve maintenant à être obligé de suivre scrupuleusement les horaires qui ont été fixés? Est-ce que désormais cet agent ne va pas s'arrêter à l'heure indiquée au lieu de faire des heures sup pour terminer son travail et tout? Oui, c'est une préoccupation, ce sont des interrogations, mais ce qu'il faut rappeler, les responsables de nos administrations sont aussi appelés à faire preuve de beaucoup plus de management en fait, à faire preuve de beaucoup plus de flexibilité, de sorte aussi à ne pas démotiver ces agents qui se donnent pour le service public et qui se donnent au travail comme on le dit. C'est de faire en sorte aussi que ces derniers fassent l'objet d'une reconnaissance dans nos administrations. Je prends le cas, il est possible de décerner des lettres de félicitations à ces genres d'agents. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut sur la base du dispositif proposé, allier ou prendre en compte les spécificités de la structure, pour éviter que cette réforme-là ne vienne pas
déstructurer la façon de travailler ou le bon fonctionnement du service. Quand on a l'occasion d'avoir le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, on ne peut s'empêcher de poser certaines questions. L'autre réalité de notre administration, c'est une critique qui est faite de la part souvent d'auditeurs et de téléspectateurs. L'autre sujet que l'on remarque aussi, c'est qu'une bonne partie des agents de l'administration publique, pas tous, mais ça donne à d'autres activités parallèlement à l'activité qu'ils font au niveau de la fonction publique. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Alors, quand vous prenez par exemple la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État, l'article 42 dit clairement qu'est-ce qui peut être accordé en termes d'activité que l'agent public est censé mener. On vous dira par exemple qu'il peut s'adonner à la production agro-silvo-pastorale, à la production, il peut s'adonner aux activités intellectuelles, il peut dispenser des cours et tout. Donc c'est pour vous dire que les textes prévoient les activités que l'agent public est censé mener sans toutefois que cela crée un conflit d'intérêts. Est-ce que nous ne sommes pas là ou encore la position ou la fonction qu'il occupe? Est-ce que nous ne sommes pas là avec les raisons qui justifient certains retards ou certaines absences au niveau de notre administration? Est-ce que ce ne sont pas ces dispositions qui font que certains sont absents ou sont en retard souvent? Bon, ce qui est constaté également, certains supérieurs hiérarchiques ne font pas preuve de suffisamment de suivi. Dans ce que leurs collaborateurs font. L'idée, c'est ça. D'où l'interpellation qui est faite à l'endroit de ces supérieurs hiérarchiques-là pour qu'ils s'assument davantage. Parce que, je l'ai répété, la plupart de nos ministères aujourd'hui disposent de codes d'éthique de déontologie. Et dans ces codes d'éthique de déontologie, il est rappelé clairement un ensemble d'obligations. Il y a des statuts qui régissent le régime juridique applicable aux emplois et aux agents. Et tout cela ressort. C'est vrai qu'il faut davantage communiquer, informer, afin que les agents publics s'approprient le contenu de ces textes et tout. Donc tout est réglementé, tout est prévu conformément donc au texte en vigueur. Est-ce qu'une telle mesure de contrôle de présence des agents publics de l'État pourrait permettre, par exemple, à ce que certains citoyens retrouvent plus de confiance envers notre administration publique, selon vous? C'est un peu l'objectif qui est recherché, c'est de faire en sorte que l'administration publique soit désormais une administration orientée usager-client, que nous puissions délivrer des services publics de qualité, que nous puissions éviter des situations de retard, des situations donc de dysfonctionnement et de faire en sorte que l'usager puisse donc croire en son administration. Voilà, vous le savez tous. Lorsqu'on suit un peu les émissions interactives dans nos radios, télé et tout, de plus en plus, il y a des récriminations donc, à l'endroit notamment de certains agents publics de la part des usagers clients. Donc on veut faire en sorte que certaines valeurs qui autrefois faisaient la fierté de notre administration puissent donc être intégrées, internalisées au niveau de nos structures, mais aussi faire en sorte que l'agent public soit un agent exemplaire qui est au service de l'usager client. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, que risque aujourd'hui un agent de la fonction publique qui se ferait prendre pendant une bonne période en termes de retard ou d'absence au niveau de l'administration publique? Qu'est-ce qui est prévu selon les dispositions de ce mécanisme de contrôle? Eh bien, selon le dispositif de contrôle de présence, une absence injustifiée constitue une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires, conformément bien sûr au texte en vigueur. Je prends un exemple, l'agent peut être interpellé à travers par exemple une lettre d'explication. Si la lettre d'explication ne convainc pas son supérieur hiérarchique immédiat, il peut lui donner un avertissement et puis bon, la procédure ça dépend de la nature bien sûr de la faute. Vous imaginez déjà, on vous dit, lorsqu'un agent public est absent de façon irrégulière de son poste de travail, durant 10 jours déjà, on doit faire un communiqué de mise en demeure. Son salaire, par exemple, doit être suspendu. Donc, vous voyez, vous accusez plus de 10 jours d'absence à votre poste de travail. Cela constitue une faute professionnelle grave. Donc, l'idée, c'est de rappeler, bien sûr, à un ensemble d'acteurs tout ce qui peut être fait
pour revenir, comme je l'ai toujours dit, aux fondamentaux. Voilà, pour aussi sensibiliser, informer ceux qui ne sont pas toujours, qui ne savent pas toujours quelles sont les dispositions prévues en lien avec ces situations. En termes d'absence répétée, est-ce que cela pourrait aboutir à un licenciement? Bien sûr. Je l'ai dit, 10 jours d'absence irrégulière, déjà, c'est un communiqué de mise en demeure. Et à la suite de ça, si l'agent ne se présente pas à son poste de travail, il est licencié. C'est ce qui est prévu par les textes en vigueur. Voilà. Quand vous prenez les différents statuts qui régissent le régime juridique des agents et tout, cela ressort clairement. Alors, le mécanisme de contrôle de présence des agents publics de l'État est en vigueur depuis le 1er mars. Quelle est la date butoir? Jusqu'à quand est-ce qu'elle va se poursuivre? Eh bien, je suis tenté de dire que jusqu'à une période indéterminée, parce que quand on regarde la circulaire de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il est dit que ça a compté du 1er mars. Voilà. Nulle part, il n'est dit que ça prend fin à une période donnée. Il est évident qu'à l'issue de ce contrôle de présence, une période donnée, il sera fait un bilan et, si possible, s'il y a des réajustements ou des aménagements à apporter, cela sera fait. D'ailleurs, le 3 mars, le ministre en charge de la fonction publique a effectué une sortie dans différents ministères donc pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure-là. Donc, pour vous répondre clairement, cela va se poursuivre jusqu'à ce que le gouvernement estime que, au regard du bilan engrangé et tout, il y a lieu d'ajuster ou de faire des réaménagements nécessaires. Est-ce qu'il y a des dérogations spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle de présence des agents publics eu égard à certaines fonctions? Quand je prends par exemple les fonctions liées à la sécurité ou à la défense ou les fonctions liées au corps de la santé, comment est-ce que cela se passe? Alors, il n'y a pas de dérogation, mais il a été demandé aux structures ou aux ministères ou institutions qui ont des spécificités. Voilà, vous l'avez dit, sécurité, santé et tout, c'est pas forcément les mêmes heures, comme nous, agents de bureau, par exemple. Donc, il a été demandé à ces ministères et institutions-là de prévoir un mécanisme à même de prendre en compte ces horaires de travail-là. Sinon, les agents de sécurité et autres agents de santé sont bel et bien concernés par ce contrôle de présence. Mais des aménagements peuvent être effectués pour prendre en compte, bien sûr, certaines spécificités des ministères et institutions. Alors, tout est parti d'un constat par rapport à ces absences et ces retards au niveau de notre administration publique. Jusqu'où est-ce que l'État se retrouve avec des difficultés liées justement à ces absences et à ces retards répétés au niveau de l'administration publique? Est-ce que c'est des pertes économiques? Est-ce qu'il y a tout un travail qui n'est pas fait sur la chaîne lorsqu'on fait le bilan annuellement? Jusqu'où est-ce qu'on retrouve l'impact de ces absences et de ces retards? Bien sûr, ces absences et retards et ces absences irrégulières impactent négativement sur le fonctionnement de l'administration. Vous verrez que ça pose un problème même de la gestion rationnelle des effectifs. Cela pose un problème sur l'appréciation réelle de la masse salariale. Vous verrez que ça perturbe les prévisions en matière donc, de recrutement et tout. Cela accentue ce qu'on pourrait appeler donc la baisse de la productivité. Cela joue même sur la qualité du service public. Donc c'est au regard de tout ce constat que le gouvernement a institué ce contrôle de présence pour voir à travers cet instrument ou cet outil-là quel diagnostic peut être fait, quelles sont les difficultés ou encore les dysfonctionnements qui pourraient être constatés et de voir qu'est-ce qui peut être fait donc pour apporter des solutions à ces problèmes-là. Cela impacte effectivement de façon négative le bon fonctionnement de l'administration avec bien sûr une série de mots dont il faut vraiment adresser des solutions. Il y a des spécificités au niveau de notre administration publique. Jusqu'en 2022, voire début 2023, il existait toujours dans nos administrations des bureaux où on était obligé de se partager certains postes de travail et tout. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus une réalité ou comment est-ce que le contrôle de présence s'effectue lorsque vous avez des agents qui sont obligés de patienter à l'extérieur pour qu'un autre collaborateurs finissent afin de récupérer le bureau parce que ce sont des réalités de notre administration aussi. Oui, c'est vrai, notre administration est confrontée à quelques difficultés telles que
la disponibilité, comme vous l'avez souligné, de bureaux, de matériel informatique et tout, de mobilier de bureau. Et certains vous diront que c'est ce qui pourrait constituer un terreau fertile, voilà, à l'émergence donc de l'absentéisme ou encore des retards et tout, mais cela ne pourrait pas constituer un justificatif. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que ces dernières années, des efforts sont faits en lien avec la modernisation de nos structures publiques, des efforts sont faits pour doter suffisamment nos administrations, donc de moyens à même de faciliter le travail, mais qu'à cela ne tienne, il est demandé aux premiers responsables de structure à mettre tout en œuvre, voilà, pour que les conditions de travail soient réunies, afin que cela aussi ne puisse pas constituer une source qui pourrait justifier ces écarts de comportement de la part de certains agents. C'est vrai, certaines structures publiques sont confrontées à ces réalités-là, mais ces dernières années, des efforts sont faits pour davantage créer un cadre, un environnement idéal, voilà, pour permettre aux agents d'exercer de façon correcte. Docteur Sidi Barry, vous êtes le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, quels sont les défis de notre administration publique? Eh bien, pour répondre à votre question, qui est quand même assez large, comme on le dit, notre administration est confrontée à d'énormes défis, pour ne pas dire à plusieurs défis. L'un des défis majeurs, c'est de faire en sorte que nous ayons une administration républicaine, une administration qui fonctionne bien sûr sur la base de certaines valeurs, de certains principes, comme par exemple la conscience professionnelle, la loyauté, le patriotisme et tout. C'est de faire en sorte que notre administration soit résolument tournée vers la satisfaction des besoins de nos populations. Ça, c'est vraiment un grand défi. C'est de voir aussi comment on peut poursuivre toutes les actions en vue de la moderniser. Vous avez tantôt parlé de certaines difficultés auxquelles nous sommes confrontés en termes de moyens, en termes donc d'outils de travail, en termes de renforcement des capacités des agents publics. Mais je pense que dans la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique, portée par le ministère en charge de la fonction publique, au niveau des différents axes, des efforts sont faits pour relever un ensemble de défis. Mais aujourd'hui, l'un des défis majeurs, c'est de voir comment changer un peu certaines pratiques. Comment faire en sorte que l'agent public incarne un ensemble de principes et de valeurs. Comment aussi créer les conditions idéales, voilà, pour un exercice sain, un exercice bien sûr permettre aux agents, voilà, d'exercer de sorte à ce que les services soient vraiment des services de qualité, éviter bien sûr de frustrer, voilà, l'usager client qui est de plus en plus exigeant, voilà, dans le contexte que nous connaissons tous. Alors, docteur Sidi Barry, pour terminer, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes par rapport à la mise en œuvre de cette mesure de contrôle de présence des agents publics de l'État. J'ai une pensée pour les auditeurs du mot à dire avec David Nana qui ont exprimé un certain nombre d'inquiétudes. Aujourd'hui, si vous aviez un dernier mot à l'endroit de tous ces agents publics qui craignent par rapport à l'effectivité de cette mesure, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, au nom du ministère en charge de la fonction publique, au nom du gouvernement, je tiens à les rassurer. C'est vrai, toute mesure nouvelle suscite forcément des craintes, des inquiétudes ou des interrogations. Mais l'idée, c'est de dire, c'est pas un instrument de répression, c'est pas un instrument qui va faire l'apologie de l'arbitraire. C'est pourquoi d'ailleurs, on rappelle aux supérieurs hiérarchiques immédiats d'éviter de faire en sorte que cet outil-là soit un outil de règlement de compte ou encore de représailles à l'endroit de leurs collaborateurs. Nous voulons tout simplement amener un changement de comportement. Le gouvernement veut s'assurer que l'agent public consacre l'intégralité de son temps à son emploi ou à l'administration qui l'emploie. Nous voulons également, à travers cet instrument, faire un diagnostic qui nous permettra d'identifier des maux qui minent notre administration et voir comment initier une série de réformes en vue de les corriger. C'est juste ça. Donc, je les rassure, pas d'inquiétude. Tout compte fait, un bilan sera effectué et le bilan va forcément indiquer les forces, les faiblesses. Et si toutefois
il y a des aménagements à faire ou des actions à apporter en termes de correction et tout, ça sera fait. Docteur Sidi Bari, vous êtes le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Merci au ministère de la Fonction publique. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Tweet TV et Watt FM. Ainsi sur FM donc ce numéro du DEJ Matinal Info. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Tweet TV, la télé interactive.